Bonjour à tous, bienvenue sur Réflexion Santé Naturopathie, je suis Jean-Brice Tivan. Aujourd'hui je vous propose une conférence, du moins un extrait de conférence, puisque cette conférence sur la dégénérescence cognitive, du moins les causes de cette dégénérescence cognitive, fait partie d'un module que vous pouvez vous procurer sur le bien vieillir, avec beaucoup de paramètres abordés comme la sarcopénie, la longévité, tous les facteurs qui influencent les blue zones, les centenaires, et puis des maladies dégénératives du cerveau qui sont abordées de façon très complète. Alors cette conférence n'est qu'une conférence, mais elle est déjà assez complète et vous la retrouvez bien sûr si vous souhaitez l'approfondir dans ce module de formation. Vous allez donc écouter des petits extraits que j'ai volontairement hachés, mais qui vous permettent de bien comprendre déjà les différentes causes de ce qui attaque notre cerveau, du moins le fait vieillir plus rapidement. Je ne vous propose pas les solutions, mais vous pouvez les déduire à partir déjà des causes que je développe ici dans cet extrait relativement long tout de même, 25 minutes. Vous verrez avec une partie très intéressante sur la notion de fructose et d'oxydation par rapport aux ApoE4 qui sont moins protégés que les autres. Voilà, donc toutes les nouvelles découvertes sur votre cerveau qui sont présentées ici. Merci de m'encourager, merci de liker, c'est important pour les algorithmes. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me contacter à jbnaturo@orange.fr si vous avez besoin d'obtenir des modules de formation. Et sinon, allez voir sur alsacenaturo.com tout ce que je propose. Et bonne écoute. Donc, je ne m'appuie ici que sur des travaux scientifiques. On est bien d'accord, ce n'est pas moi qui les ai découverts. Je les ai bien compris parce que ça correspondait à tout un travail que j'avais fait pendant des années. Je vais partager ça avec vous ce soir et j'espère que vous allez en tirer des leçons importantes pour vous et pour les gens qui vous entourent parce que nous sommes tous concernés. La maladie n'est pas un accident ni une punition arbitraire, c'est la conséquence naturelle de violation des lois de la nature. Elle est éducative et corrective dans son but et elle reste avec nous tant que nous avons besoin de ces leçons salutaires. C'est une citation qui a plus de 100 ans qui vous indique en fait une maladie, c'est un processus adaptatif et dès qu'un symptôme apparaît, il ne doit pas être considéré comme quelque chose à éliminer et absolument à ne plus voir. C'est quelque chose qui doit vous montrer qu'il y a une cause plus profonde à ce symptôme sur laquelle vous devez travailler. La maladie d'Alzheimer fait partie d'un ensemble de maladies appelées maladies métaboliques, c'est-à-dire des maladies qui sont dues à la façon dont nous produisons l'énergie dans notre corps. Ça n'est qu'une conséquence de ce qu'on a fait vivre à notre organisme. Et ces conséquences, elles peuvent être différentes suivant notre génétique, c'est-à-dire que s'il y a des causes identiques au diabète, à des maladies comme la stéatose hépatique, et à la démence, la conséquence n'est pas toujours la même pour tout le monde, bien qu'il y ait vraiment des corrélations très très fortes entre ces maladies. Alors, pour comprendre ce qu'est cette maladie, il faut comprendre comment fonctionne un petit peu votre cerveau. Votre cerveau, c'est 25% de votre dépense énergétique au quotidien. Donc, il faut le nourrir, il faut lui apporter des éléments importants, du carburant. Vous croyez qu'il n'y a que le glucose qui peut faire fonctionner vos neurones? Eh bien, pas du tout. Vous avez aussi une autre source d'énergie qu'on appelle les corps cétoniques, les cétones, on va en parler pendant cette conférence. Quand ce n'est pas l'un, c'est l'autre, mais il faut toujours un minimum de glucose. Ça, le cerveau est glucodépendant, mais ça ne peut être glucodépendant qu'à très faible dose. Et vous pouvez avoir 80% de son énergie apportée par des corps cétoniques. Il faut de l'oxygène pour créer des oxydations au niveau du neurone, et il faut des stimulations. Un cerveau qui n'est pas stimulé, il dégénère. Ces stimulations, à 90%, elles ne viennent pas de vos pensées, elles viennent de vos mouvements, de vos équilibrations, de la proprioception. Et ça, c'est très important, puisque vous verrez, pour entretenir son cerveau, il faut bouger. Tous les apprentissages, bien sûr, les stimulations sensorielles, tout, bien sûr, influence votre cerveau. Il faut ensuite le nourrir. Il y a des nutriments très spécifiques au cerveau dont on manque, des acides gras particuliers, du cholestérol, des vitamines, des enzymes, des minéraux particuliers qu'il faut apporter en quantité suffisante. Et puis, il faut que ce cerveau soit bien irrigué.
Et vous allez voir qu'il y a des dégénérescences cognitives à cause des problèmes circulatoires. Mais pour aller plus loin, il y a 3 grands stades de la dégénérescence du neurone. Le premier et le deuxième stade sont réversibles. Le premier stade va toucher la mitochondrie. Toutes les cellules du corps ont des mitochondries. C'est une usine à faire de l'énergie. Eh bien, ces mitochondries, lorsque elles n'ont plus suffisamment de carburant ou que vous ne sollicitez pas suffisamment votre neurone, que vous ne lui apportez pas suffisamment d'oxygène, eh bien cette mitochondrie va cesser de fonctionner. Il n'y a plus de stimulation neurotrophique, on dit, et les premiers symptômes peuvent apparaître. La mitochondrie, c'est essentiel à la vie. Vous produisez de l'ATP, l'énergie dans votre corps, dans cette mitochondrie. Et une cellule qui n'a plus d'ATP, elle dégénère. Donc le résultat, c'est que le neurone commence à arrêter de fonctionner. Le corps sacrifie une partie de ses neurones, mais à ce stade-là, c'est totalement réversible. C'est-à-dire que si à ce moment-là, vous retrouvez de la sensibilité à l'insuline, parce que vous faites un régime particulier, parce que vous faites du jeûne, parce que vous reprenez un exercice physique régulier, intense, etc., vous pouvez récupérer des neurones. Les jonctions synaptiques vont être détruites. Il n'y a plus cette connexion entre les neurones qui apparaît. Ça, c'est le stade numéro 2. Mais c'est un stade réversible encore. Pourquoi ? Parce que quand vous apprenez quelque chose, vous créez de nouvelles synapses, de nouvelles connexions. Au 3e stade, alors c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, et le postulat, il part de l'inverse de ce que disait il y a un peu plus de 100 ans Golgi, qui disait, donc prix Nobel, 1906. Donc vous voyez, on peut donner un prix Nobel à un scientifique qui va dire une énormité, remise en cause 100 ans plus tard. C'est pour ça que la science n'a rien d'exact et de définitif. On pensait qu'un neurone, on en avait un certain nombre au début à notre naissance, et puis qu'ils étaient détruits et qu'on ne pouvait plus en reconstruire. Aujourd'hui, on a pensé ça aussi pour les muscles. Aujourd'hui, on sait qu'on peut reconstruire des cellules musculaires dans l'organisme. Et en 1990, des chercheurs ont montré la capacité de régénération des neurones. Et ce n'est qu'en 1998 qu'a été publié des travaux sur l'hippocampe. C'est la zone de la mémoire. De nouveaux neurones se forment à partir de cellules souches et se différencient. La question, c'est comment stimuler cette régénérescence ? Et votre neurone, il va libérer au niveau de ses synapses on pensait être des déchets à un moment donné, mais ce sont des molécules, des protéines dites bêta-amyloïdes. On en produit tout le temps. Mais heureusement, sont nettoyées régulièrement par des cellules gliales, et en particulier lorsque vous dormez, et encore plus dans le sommeil profond, vous faites ce qu'on appelle une douche cérébrale. La question, ça a été, est-ce que ces plaques amyloïdes sont la cause d'Alzheimer ? On s'aperçoit en fait que ces plaques amyloïdes qui étaient considérées comme la cause d'Alzheimer, en réalité, ce sont des molécules qui sont fabriquées en plus grand nombre lorsque vous êtes soumis à des agressions, lorsque votre cerveau est soumis à des agressions. Donc, ce qu'on considérait comme étant un symptôme de dégénérescence n'est en fait comme le signe d'une lutte pour éviter la dégénérescence et éviter de mourir plus vite à cause de ces agressions. Donc on a confondu pendant des années la cause, le symptôme et la maladie en elle-même. Retenez que les plaques bêta-amyloïdes ne sont en fait que des systèmes de protection que nos neurones développent face à des agressions. Pendant des décennies, la recherche a essayé de trouver une molécule pour s'attaquer à ces plaques amyloïdes, pensant qu'en les détruisant, on guérirait Alzheimer. Vous avez compris ? On s'attaque à un bouclier, et donc ça ne peut pas marcher. Et on aura beau faire un 246e essai clinique avec une énième molécule, on n'aura toujours pas de résultat. Les 4 formes d'agression auxquelles vous êtes soumis constamment tout au long de votre vie et auxquelles le cerveau sait se défendre, on veut dire dans la mesure de ses capacités, c'est l'inflammation, on va en parler, les glycations, les syndromes de perméabilité intestinale qui créent des inflammations chroniques dans l'organisme, etc. On a l'exposition à des toxines, qu'elles soient des molécules organiques ou inorganiques. On a l'énergétique. Vous n'avez plus d'irrigation correcte, vous n'avez plus d'oxygénation correcte, vos mitochondries ne produisent plus d'énergie, etc. Et puis, vous avez les facteurs trophiques, les stimulations nécessaires au cerveau pour le développement et l'entretien de la vie d'un neurone.
Ben, quand vous avez une chute de testostérone, une chute d'œstrogène, ben, c'est un facteur à risque, si vous voulez, d'aggravation de dégénérescence du cerveau. C'est normal. Et comme en vieillissant, ben forcément, on a moins de sécrétion hormonale, forcément, on a plus de risques d'avoir une baisse de l'activité cognitive. Mais ça ne veut pas dire forcément maladie. L'homme est prévu pour vivre une centaine d'années sans forcément une dégénérescence cognitive. On vieillit tous. Donc on sait que notre cerveau, il ne va pas s'améliorer comme ça en 2 ans. Sauf que si vous avez eu une histoire de vie difficile, avec une hygiène de vie qui n'est pas du tout orientée vers l'amélioration de vos capacités cognitives, et qu'un jour, vous décidiez complètement d'inverser les choses, eh bien, vous pourrez avoir une amélioration de vos résultats au test cognitif à 70 ans. Et c'est ce qu'on observe chez des patients qui étaient atteints de troubles Alzheimer diagnostiqués et qui se sont mis à changer de vie. Mais ils ont tout fait pour y arriver, vous allez voir ce que ça implique. Hein. Donc, Science et Avenir, en 2016, juin 2016, a écrit un article, j'ai pris l'extrait, entre autres, c'est stupéfiant, Monsieur X, entrepreneur de 69 ans diagnostiqué Alzheimer débutant en 2003, déplore une perte progressive de mémoire depuis 11 ans, une difficulté croissante à reconnaître les visages au travail et ne parvient plus à accomplir son travail. Après 6 mois du protocole MIND, aujourd'hui c'est RECODE, il l'appelle comme ça, son entourage note une amélioration, il est de nouveau capable de reconnaître les visages au travail, de se rappeler son agenda et de travailler sans difficulté. L'accélération de la perte de mémoire est stoppée après 22 mois. Le neuropsychologue qui a évalué son test a noté que cette amélioration dépassait ce qui n'avait jamais été observé en 30 ans de pratique. Et si le patient arrête, on lui dit, eh bien, nous avons eu différentes personnes qui ont arrêté le programme et ils ont décliné typiquement après 10 jours à 2 semaines et se sont améliorés de nouveau lorsqu'ils ont repris le protocole. Enfin, ils expliquent que l'amplitude de l'amélioration est sans précédent, apportant une preuve objective additionnelle que ce programme est hautement efficace. Qui, ici, en 2016, a entendu parler de cet article sur Alzheimer et la réversibilité chez une personne malade? Personne. C'est un truc de fou, hein? On est d'accord. Pourtant, c'est Science et Avenir qui a publié ça. Au niveau génétique, on sait que si vous avez un gène APOE4, APO, je vous expliquerai ce que c'est tout à l'heure, un risque sur 3 d'avoir Alzheimer, ce qui est beaucoup, et plus de 50%, plus d'un risque sur 2, si vous êtes APOE4, c'est 10 fois plus de risque que quelqu'un qui a APOE3. Celui qui a découvert ce gène, il a dit « moi je ne veux pas faire ce test ». Ben, il a tort, parce que si vous le savez, vous allez modifier votre hygiène alimentaire en particulier, parce que vous avez des sensibilités particulières par rapport au fructose, par rapport aux acides gras saturés, qui font que vous ne devez pas avoir la même alimentation qu'un APOE3 ou un APOE2. 6 types d'Alzheimer bien identifiés, un type inflammatoire, un type lié à la glycotoxicité, à la glycation, un type atrophie, une atrophie toxique, un Alzheimer lié à l'exposition à des toxiques bien précis, un Alzheimer vasculaire lié à la circulation et un Alzheimer traumatique lié à des chocs répétés, observables chez les footballeurs américains. Il a fait des études et ils deviennent plus facilement Alzheimer que la moyenne de la population. Alors, quels sont les facteurs déterminants de cette maladie? Qu'est-ce que dans votre hygiène de vie peut augmenter vos risques d'Alzheimer? 80% des malades d'Alzheimer sont atteints d'une maladie métabolique. Troubles cardiovasculaires, diabète de type 2, stéatose hépatique, hypertension, des choses tout à fait banales, hein, mais qui sont déjà des symptômes associés au syndrome métabolique. La première grande cause, c'est la résistance à l'insuline. Déjà en 2000, 2 chercheuses, et elles ont juste montré que les lésions caractéristiques dans le cerveau des malades d'Alzheimer sont dues à une banale résistance à l'insuline. Donc un diabète qui touche les cellules nerveuses. Donc si vous lisez Perlmutter, David Perlmutter, c'est un grand médecin de maladies métaboliques aux États-Unis, il a écrit ce livre-là, Les glucides qui menacent notre cerveau. Pour lui, le premier ennemi du cerveau, c'est le sucre. Alors on va voir qu'il y a différents types de sucres qui sont plus agressifs les uns que les autres, mais la première cible du sucre, c'est votre cerveau. En plus du diabète et des résistances à l'insuline, ben c'est toutes les cellules qui sont atteintes. Et vous avez un mécanisme, lorsque vous avez beaucoup de sucre en circulation dans votre sang, qu'on appelle la glycation. C'est lorsque ce sucre se fixe sur l'hémoglobine dans votre sang, sur vos protéines,
ça caramélise, tout simplement. On appelle ça la glycation, et ça se mesure en mesurant votre hémoglobine glyquée, HbA1c, quand vous faites une prise de sang. Avant qu'il y ait beaucoup d'accumulation de protéines amyloïdes, etc., on observe déjà résistance à l'insuline du cerveau, dysfonctionnement des mitochondries, je vous l'ai dit tout à l'heure, elles produisent plus d'énergie correctement, et inflammation. Et c'est exactement les symptômes que l'on observe quand on expose le cerveau au fructose. Et c'est d'autant plus important que vous êtes ApoE4. Pourquoi ? Eh bien parce que la barrière hémato-encéphalique du cerveau, et il y a d'autres mécanismes qui font que quand vous êtes ApoE4, au niveau des neurones, vous n'avez plus cette protection contre le fructose. Et donc vous vous exposez à ces caramélisations, à ce fructose. Alors il y a une nouvelle recherche là que j'ai découverte cette année, en écoutant Richard Johnson dans une interview sur Internet. C'est un chercheur américain qui a mis en relation le fructose, son utilité dans l'évolution et Alzheimer. En fait, le fructose, quand vous consommez des fruits sucrés, vous savez, les fruits sont très sucrés aujourd'hui, ils ont été génétiquement modifiés, ce n'est pas ceux qu'on trouvait il y a 30 000 ans dans la nature. Aujourd'hui, ils contiennent beaucoup de fructose et de glucose. Et lorsque vous consommez ce fructose, vous avez, quand vous finissez votre fruit, encore envie de manger. On dit qu'il oxygène, il ouvre l'appétit parce qu'il il désinhibe au niveau de la satiété et il vous donne toujours envie de manger. Et ça, les industriels l'ont bien compris. Ils utilisent du fructose dans tous les sodas, dans tous les plats industriels parce que vous n'avez jamais vraiment envie d'arrêter. Ça vous modifie votre satiété. Ils mettent du fructose qui vient du sirop de maïs partout. C'est le problème numéro 1 dans l'alimentation américaine, ça. C'est ce qui crée le plus de maladies métaboliques. Et ce fructose-là, dans la nature, il avait son utilité. Lorsqu'un ours, je prends l'exemple d'un ours, il commençait à vouloir hiberner, il devait faire des réserves de graisse dans son foie. Quel est le sucre qui se transforme en graisse dans le foie ? Le glucose, si vous en consommez vraiment beaucoup, mais le fructose le fait immédiatement. C'est-à-dire que le fructose, il ne peut pas être brûlé par vos cellules. Il est obligé de passer d'abord dans le foie pour se transformer ensuite en glucose. Et l'excédent, si vous ne le brûlez pas tout de suite, va devenir de la graisse. Et cette graisse, pour savoir si vous avez beaucoup de production de graisse à cause du fructose que vous consommez, vous le mesurez en faisant une prise de sang et en mesurant vos triglycérides. Les triglycérides ne viennent pas de la graisse que vous consommez, mais de l'excès de glucose et de fructose que vous consommez. Un ours va avoir cette recherche de sucre. Ce sucre, dans la nature, va lui donner envie de manger encore plus, va désinhiber son instinct territorial, il va aller conquérir d'autres territoires qui ne sont pas à lui, mais ça va le rendre téméraire, lui faire comme si vous voulez perdre la tête, lui donner une sorte de courage pour aller trouver de nouveaux territoires, pour pouvoir se gaver, et faire beaucoup de réserves pour l'hiver. Mais à une époque, c'était super important pour nous, Homo sapiens. Quand on tombait sur des baies, un arbre de fruits mûrs, avant que tous les oiseaux de la forêt les mangent, nous, c'était une réserve intéressante. Donc on les mangeait de suite, et il fallait qu'on garde cet appétit pour pouvoir manger tout l'arbre. On n'était jamais à satiété. C'est comme quand vous commencez à manger des cerises sur l'arbre, c'est dur de vous arrêter. On pourrait en manger beaucoup plus qu'on imagine en fait. Mais ça, c'est un mécanisme pour nous obliger à stocker ce sucre sous forme de graisse pour faire des réserves, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas les réserves de sucre dans la nature. C'était extrêmement rare de tomber sur quelques baies où un arbre contiennait des fruits. Vous comprenez ça ? Et dans Alzheimer, ce qu'on a découvert, c'est le même mécanisme que pour l'ours qui essaie d'atteindre et de partir, découvrir de nouveaux territoires. Quelqu'un qui a Alzheimer, il se comporte comme si son cerveau était affamé, qu'il n'arrive jamais à satiété. Et donc, on pensait que c'était la perte d'orientation qui faisait que les Alzheimer, ils fuguaient, mais en fait, c'est parce qu'ils sont à la recherche de carburant pour leur cerveau. C'est un mécanisme hyper archaïque, très ancien. C'est comme s'ils étaient à la recherche de leur fructose, comme l'ours, avant d'hiberner. Mais en fait, c'est juste parce que leur cerveau n'est plus nourri.
Il n'a plus de carburant et donc qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il va sacrifier une partie de ses cellules pour pouvoir continuer à vivre. Et il va assurer service minimum. Et donc vous avez des destructions de synapses, puis ensuite de neurones, etc. et de zones entières du cerveau. Est-ce que vous comprenez que ce qui était un avantage à une époque par rapport au fructose, l'envie toujours de manger, comme les oies qui se gavaient de figues pour la migration, c'est juste pour faire grossir leur foie et faire du stock de graisse, ou 7000 km qu'elles allaient faire. Eh bien nous c'est pareil, on a gardé cet instinct, dès qu'on commence à manger du sucre, on ne peut pas s'empêcher d'arrêter de continuer, c'est très compliqué. Vous voyez cette addiction qu'on a pour le sucre? Eh bien à une époque elle nous a sauvés, mais aujourd'hui comme on a du sucre partout, eh bien c'est la catastrophe parce que ce sucre, comme on ne le brûle pas, il est instantanément transformé en graisse et elle s'accumule, elle crée des inflammations. Donc vous voyez jusqu'où est allée la recherche. Et le journal américain de nutrition, Clinical Nutrition, publiait ça il y a quelques années, même pas, de quelques mois je dirais, que le métabolisme du fructose pourrait être un moteur principal de la maladie d'Alzheimer. Donc ne croyez pas que le sucre des fruits, aujourd'hui, est un sucre sain. Les fruits aujourd'hui sont hyper riches en glucose et en fructose. Bien sûr que si vous prenez un fruit par jour avec sa fibre autour, tout n'est pas assimilé. Mais si vous vous gavez de jus de fruits, de soda ou de smoothie, vous savez la mode des smoothies, eh ben c'est du fructose en bas. Donc, allez, un petit verre comme ça en passant, c'est rien de dramatique. Mais si vous prenez des grandes quantités, comme les jeunes aujourd'hui avec le fructose dans les sodas, tous les jours ils savent boire que des jus, des sirops et des sodas, c'est la catastrophe assurée dans les 30-40 ans à venir. À mesure que vous grossissez, votre cerveau rétrécit. C'est une statistique observable. Quand les personnes sont en surpoids supérieur à 30 d'IMC, on a une réduction de la taille du cerveau de 4 à 8%. Donc quand votre ventre est grossi, votre cerveau est rapetissé. Donc il y a une corrélation très forte entre la taille de votre volume de votre abdomen et la taille de votre cerveau. On peut le mesurer, cette corrélation. Elle existe, d'accord? Mais vous comprenez que ce n'est pas la graisse de votre ventre qui crée Alzheimer. C'est les conséquences métaboliques de l'ensemble de la résistance à l'insuline, de la stéatose hépatique et tout ça, qui est responsable de ça. Pourquoi les ApoE4 sont très sensibles à Alzheimer, font plus facilement Alzheimer? Eh bien, c'est en partie parce que les particules ApoE4 sont des particules de cholestérol qui sont dans les cellules du corps, et en particulier les cellules nerveuses. Et cette protéine sont des molécules, en fait, de cholestérol, qui protègent la cellule des agressions extérieures, du fructose, justement des glycations, en particulier du stress oxydatif. Donc, quand vous êtes ApoE4, vous avez une barrière protectrice en moins par rapport à ces glycations. Mais la cause, ce n'est pas l'absence du gène, ce n'est pas le gène ApoE4, pardon. La cause, c'est quoi? C'est la glycation et le stress oxydatif. Donc quand vous êtes averti que vous êtes ApoE4, que vous n'avez pas ce bouclier protecteur, vous devez être beaucoup plus attentif à la glycation et au stress oxydatif. Le cholestérol est un protecteur de vos membranes cellulaires, pas que les membranes du cerveau, les membranes des cellules musculaires, les membranes de toutes les cellules. Si vous consommez des statines pour faire chuter votre taux de cholestérol dans votre corps, les statines sont considérées aujourd'hui comme des neurotoxiques qui augmentent de 30% vos risques d'Alzheimer, et la FDA aux États-Unis a ajouté sur les étiquettes des statines que ça pouvait provoquer démence, problèmes de mémoire, résistance à l'insuline et diabète de type 2. Mais lorsque vous consommez des statines, ces statines passent la barrière hémato-encéphalique et viennent détruire le cholestérol que le cerveau fabrique pour sa propre protection. Donc comprenez qu'un des premiers facteurs Alzheimer, c'est certains médicaments, vous allez les voir, et les statines en font partie. Et l'exposition aux biotoxines, elle est connue et elle a été révélée en 2001. Les personnes qui ont été exposées directement aux toxines dans l'atmosphère, vous savez, pendant plusieurs heures, ils sont restés exposés à des fumées hyper toxiques. 10 ans après, 50% des personnes exposées aux attentats du World Trade Center souffraient de démence. C'est énorme le chiffre. C'est-à-dire que cette exposition, alors c'est juste une corrélation, ce n'est pas une preuve scientifique. Parce qu'on pourrait très bien dire c'est peut-être aussi
l'attentat et le traumatisme en lui-même qui aurait pu générer ça. Pour Dale Bredesen et pour d'autres, c'est les toxines. À l'aluminium, il y a des études qui ont été faites. Une personne qui travaille en psychiatrie métabolique, elle a fait des tests. L'impact des capsules à l'aluminium pour voir les résidus d'aluminium que vous avez dans votre sang, ce n'est pas négligeable. Donc changez vos capsules, prenez des capsules en papier. Sinon, vous allez avoir des résidus d'aluminium dans votre corps. Bien sûr que vous avez de l'aluminium aussi dans les vaccins, vous en avez dans les trucs en téflon, vous en avez... Voilà, il y en a un peu partout, il faut faire attention. Une autre problématique, l'hyperperméabilité intestinale. Lorsque vous mangez des aliments qui agressent votre muqueuse digestive, alors on est plus ou moins sensible à certains aliments en fonction de votre histoire, vous créez des petites jonctions qui vont s'ouvrir ici et qui vont créer des réactions inflammatoires ici de votre système immunitaire, tout simplement. On appelle ça le leaky gut syndrome au niveau anglo-saxon, ou la perméabilité intestinale, mais lorsqu'elle est trop importante, vous êtes dans un état permanent inflammatoire. Et il y a pas mal de molécules qui peuvent migrer et agresser votre organisme. Un des gros problèmes du leaky gut, c'est le gluten, parce que c'est une molécule qui a beaucoup muté ces dernières années, on n'y est plus trop habitué, c'est une protéine un peu agressive. Certains le tolèrent mieux que d'autres, attention, voilà. Mais je pourrais prendre d'autres protéines qu'on va trouver, d'autres lectines qu'on va trouver dans d'autres végétaux. Dans le blé, vous avez aussi la glutinine du blé, qui est aussi l'équivalent du gluten en termes d'agression. Il y a énormément de molécules, surtout dans le monde végétal, qui agressent vos intestins. Une plante, elle sécrète beaucoup de poison dans ses feuilles, dans sa peau, dans ses pépins, pour se protéger de ces agresseurs. Et ces poisons peuvent être irritants, peuvent être agressifs. L'homme est fait pour en tolérer un petit peu, mais pas des grandes quantités. Donc méfiez-vous des grandes plâtrées de légumineuses, de céréales, de légumes crus. Ça peut être un petit peu irritant. La première cible du gluten, selon le Dr Perlmutter, c'est votre cerveau. Les médicaments les plus nocifs pour votre cerveau, on a parlé tout à l'heure des statines, il y a les INS type ibuprofène, très agressifs pour votre cerveau, pour votre estomac aussi d'ailleurs. Le paracétamol, ben oui, c'est pas aussi anodin qu'on le dit. Les IPP, antiacides, c'est un produit qui est catastrophique ça. Ça vous détruit votre vitamine B12, votre zinc, ça vous crée de l'inflammation, ça vous empêche de digérer correctement les protéines. C'est une catastrophe ce produit et il ne sert à rien. La L-Dopa, c'est le médicament qu'on donne pour Parkinson, l'alcool on en a déjà parlé, et puis certains antifongiques ici qui est connu pour être pas bon pour votre cerveau. Un des derniers facteurs à bien connaître, c'est le stress chronique. Alors, comment le stress chronique, quand vous sécrétez trop de cortisol, je ne parle pas d'avoir un coup de stress un jour, je ne parle pas de vous lever et d'être speed une journée parce que vous avez un souci. Je vous parle d'être matin, midi et soir en tension nerveuse, parce que vous êtes stressé au boulot, parce que vous devez rentrer faire ceci, et parce que surtout vous avez un énorme souci familial qui vous pèse, qui vous ronge jour et nuit. Vous ne dormez pas, vous vous levez le matin, vous y pensez, vous couchez le soir, vous y pensez. C'est ce qu'on appelle un stress aigu permanent. C'est ce qui génère une activation immunitaire qui va entraîner des cytokines, et ces cytokines vont inhiber la neurogénèse au niveau de l'hippocampe. On sait qu'il y a un lien direct entre votre zone de la mémoire, vos neurones, et un taux de cortisol élevé permanent. Comment on se prend en main si on va voir Dale Bredesen aux États-Unis, ou si vous venez me voir, ou quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là? Eh bien, en premier, on va vous faire des analyses. Des analyses sanguines basiques, des analyses un peu plus poussées s'il y a vraiment des signes d'intoxication ou de carence. Mais en général, avec des analyses basiques de votre médecin, on a déjà un profil, plus une anamnèse, bien sûr. On va vous questionner sur votre mode de vie, sur vos symptômes, et on va regarder tout ça. Et à partir de là, on va vous impliquer dans un protocole qui se fait sur 10 facteurs, 10 paramètres. Nutrition, jeûne, supplémentation, exercice cognitif, gestion du stress, exercice physique, gestion de l'intestin, santé de l'intestin, test de laboratoire, gestion des hormones dans le corps, sommeil. Avec ça, vous avez l'essentiel du protocole à mettre en place. Est-ce qu'il y a un médicament là-dedans? Non, ça n'existe pas. On va vous donner éventuellement des hormones. Dans les traitements américains, ils peuvent vous donner de la testostérone, des œstrogènes bioidentiques, de la progestérone.
mais ce n'est pas considéré comme une molécule antisymptomatique. Et vous allez me dire, mais attendez, moi je ne peux pas faire tout ça. Je ne peux pas gérer mon alimentation, faire de l'exercice, faire des compléments alimentaires, aller au soleil, Mais je peux vous dire que si à un moment donné, on vous annonce que vous êtes avec des débuts de symptômes d'Alzheimer ou prédiabétique, sur le point de devenir diabétique, insulinodépendant, je peux vous dire qu'à un moment donné, vous allez vous dire, je vais peut-être travailler au quotidien à aller vers de bonnes habitudes. Si à un moment donné, vous hésitez, vous n'y arrivez pas, vous n'êtes pas très motivé, pensez à une phrase. Occupe-toi de vivre, occupe-toi de mourir. C'est une expression américaine. Vous ne pouvez pas être entre les deux. Soit vous allez choisir dans vos habitudes de vie d'aller vers une régénérescence de votre cerveau, soit vous allez mettre en place des habitudes qui vont aggraver les symptômes. Voilà pour cet extrait de conférence, merci pour votre écoute. Si vous êtes un peu frustré parce qu'effectivement je n'ai pas apporté ici de solution pour protéger le cerveau et vous montrer comment on met en place un protocole de réversion, d'inversion de la maladie d'Alzheimer, eh bien n'hésitez pas à me contacter pour obtenir cette conférence en entier, ou si vous voulez je peux même me déplacer dans certains endroits de la France pour proposer ce type de conférence sur demande. Voilà, vous avez sinon les formations à votre disposition sur commande. Merci à tous, à très bientôt. Vous souhaitez apprendre les fondements de la naturopathie, du décodage psychobiologique des maladies et de la médecine naturelle anti-âge, ou vous souhaitez tout simplement participer à un séjour de jeûne ou consulter, alors retrouvez-moi sur alsacenaturo.com.